Ok, bien, eh bien, bonjour à tous. Nous allons donc maintenant regarder voir un petit peu ce Xflow, qui est finalement une nouvelle solution logicielle proposée par Dassault Systèmes et qui est un petit peu l'emblème de ces nouvelles générations de logiciels de CFD. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a notamment PowerFlow qui a également été racheté par Dassault Systèmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Xflow. Alors, l'idée, pourquoi des nouvelles générations? Eh bien, parce que certaines problématiques industrielles aujourd'hui, notamment en rapport avec les écoulements turbulents, complexes, transitoires, posent des difficultés avec les méthodes traditionnelles. Et donc, on a besoin, pour arriver à résoudre ces problématiques et à trouver des solutions rapides et efficaces, de changer le paradigme de modélisation de la CFD. Alors, l'intérêt de ce changement de paradigme, de modélisation, c'est de pouvoir traiter de nouvelles applications, d'améliorer la fidélité, donc le réalisme des solutions ainsi trouvées, et on va le voir également de gagner beaucoup de temps, notamment dans la mise en données des calculs. Donc ces nouvelles générations, donc avec la méthode Lattice-Boltzmann, donc on va parler un petit peu plus pour essayer de mettre les choses au clair, permet effectivement d'avoir une meilleure fidélité dans le type d'écoulement dont je parlais, c'est-à-dire turbulent, complexe, avec des géométries particulièrement délicates. Cela va dépendre, l'efficacité du code va dépendre du schéma de discrétisation. Nous en toucherons deux mots pour voir un petit peu quelles incidences ça a, notamment sur les temps de calcul et sur les performances de l'outil. Et voir un petit peu pourquoi ces méthodes permettent de résoudre ces cas complexes alors que les méthodes précédentes demandaient beaucoup de ressources pour des résultats pas toujours satisfaisants. Xflow se prête également assez bien à la multiphysique et ça reste un logiciel généraliste quant à la CFD. Alors, au niveau de la présentation, vous avez ici deux images de l'interface, interface qui est unifiée pour la gestion du pré-processing, du solver et du post-processeur. Donc c'est une interface très épurée, facilement modulable, donc on peut assez facilement choisir comment on veut le présenter en fonction de ses propres goûts. Et on s'y retrouve très rapidement, il y a finalement assez peu de menus pour rentrer dedans, et c'est largement suffisant. Le gros intérêt, surtout, ça va être le temps de mise en données. Alors, vous avez ici un exemple réalisé par l'équipe de Xflow. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ce cas d'aérodynamique, où on va s'intéresser à l'écoulement autour de l'aile d'un avion, eh bien, ce qui va prendre du temps, c'est évidemment le temps de calcul, qui est forcément important, puisqu'il y a quand même des choses à calculer. Mais finalement, le temps de mise en données, lui, est réduit à un quart d'heure. Et c'est ça qui est un gain assez extraordinaire, parce qu'on verra que ce temps de mise en données ne dépend pas de la complexité de la géométrie. C'est-à-dire que quand vous avez des choses avec là où vous passiez beaucoup de temps à mailler pour essayer de capter les petits détails de la géométrie sans altérer les résultats de votre calcul, eh bien la méthode Lattice-Boltzmann va vous permettre de vous affranchir de ces difficultés et donc d'aller beaucoup plus vite par rapport à la mise en données. Donc là, l'idée, c'est que même si vous êtes sur un problème multiphasique, vous allez avoir du coup un petit peu plus de mise en données, mais on excède rarement l'heure, même pour des problèmes importants. Tandis que finalement, là, sur le même type de problème, on pouvait passer des jours dès lors qu'il y avait du maillage à faire à la main. Donc ça, c'est le gain principal par rapport à ces solutions.
Donc vous avez ici un exemple sur un modèle de soufflerie. Alors, il faut savoir que Xflow possède des paramètres par défaut pour traiter les éléments de soufflerie, ce qui permet d'aller très vite, même avec une géométrie réelle dans ce cas. Donc vous avez ici les différents éléments. Alors je ne sais pas si la vidéo est de très bonne qualité, mais ça vous donne une petite idée de l'interface. Hein. Vous avez un arbre, quelques menus dans lesquels on se déplace, juste quelques paramètres à changer, et très très vite, on peut lancer le calcul. Alors, pour faire suite à cette introduction, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le corps, c'est-à-dire dans les méthodes numériques qui sont cachées derrière. Alors, quand je dis un petit peu plus, on ne va pas non plus rentrer dans le détail du détail, mais vous donner un petit peu une idée de comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en obtenir. Ensuite, on regardera quelques illustrations rapidement pour voir qu'est-ce que ça peut donner dans différents cas d'application, pour voir si ça peut correspondre à vos besoins dans la vie de tous les jours. Et puis, un petit mot rapide pour conclure sur les aspects du calcul parallèle, qui est forcément intéressant dès lors que on a des grosses structures à calculer. Alors, sur les méthodes numériques, on va balayer 3 volets. Le premier, c'est expliciter un petit peu qu'est-ce que cette fameuse méthode Lattice-Boltzmann, quel est son principe fondamental. Ensuite, comment est-ce que ça se discrétise dans le code et quelles sont les conséquences par rapport à la résolution. Et on dira un petit mot sur les méthodes associées à la turbulence et pourquoi, du coup, la méthode Lattice-Boltzmann et donc les codes de ce type de génération vont apporter un vrai plus sur la modélisation des écoulements turbulents. Alors tout d'abord, il faut situer les différents types de méthodes traditionnelles utilisées pour la résolution en mécanique des flux numériques, en CFD. Vous avez régulièrement, on va parler des méthodes de type eulérienne, qu'on utilise régulièrement à travers les méthodes de volume fini, d'éléments finis ou de différence finie sur des problèmes en général à géométrie très simple. Ces méthodes eulériennes ont leur contre-coup qui sont les méthodes lagrangiennes, hein, c'est une autre famille de méthodes. Et là, pour les utilisateurs d'Abacus qui nous regardent, vous avez notamment les méthodes de type SPH. Alors, les méthodes eulériennes, vous allez retrouver les méthodes de type CEL, et puis ici, on a les méthodes SPH qui vont se retrouver dans les méthodes de type particules de niveau macroscopique. Alors, vous avez une autre famille de méthodes qui est les Vortex Particle Method, sur lesquelles je m'étendrai moins puisque je connais beaucoup. Ça, c'est une échelle, on va dire, une échelle macro, et puis vous pouvez descendre jusqu'à l'échelle moléculaire, où là, on va s'intéresser vraiment aux échelles microscopiques. Par contre, c'est tellement petit que si vous voulez mailler les fluides de taille importante, eh bien, il va vous falloir des ressources informatiques gigantesques et peu utilisables du point de vue industriel. La méthode Lattice-Boltzmann va donc se situer au niveau mésoscopique, c'est-à-dire qu'on va descendre plus bas que l'échelle macro. Hein. On va avoir une représentation qui est au niveau de la particule, entre guillemets, mais en tout cas de la distribution de particules. Et ça va avoir une incidence sur la représentation. Alors quelle est l'idée? C'est que dans un espace défini, vous allez représenter votre fluide comme un ensemble de petites particules qui s'agitent. Et ce sont les interactions entre ces particules, les chocs, les collisions, qui vont définir finalement la façon dont elles vont bouger. Et en fonction de ces mouvements, qui vont modifier la distribution de ces particules. Et donc, en modifiant la distribution des particules, on modifie leur masse volumique, leur densité locale, et dès lors, eh bien, on va générer des mouvements qui s'apparentent au fluide. Alors cette méthode qui est initiée pour des gaz, eh bien, recouvre aussi finalement les fluides et permet donc de traiter un nombre un peu plus important de modèles par rapport à ça.
Alors, comment ça se fait concrètement? Eh bien, on va définir, on va dire, une sorte de maille. Alors, c'est pas une maille, hein, mais c'est une structure. Ici, vous avez un élément représenté D3Q27 qui est un élément de Xflow. Alors là, il est représenté en 2D, mais c'est un élément en 3 dimensions. Le 27 signifiant que le nœud du milieu va avoir 27 voisins, c'est-à-dire 27 points auxquels on va calculer la distribution, la fonction de distribution des particules. Alors cette fameuse fonction f, comme je le disais tout à l'heure, eh bien par intégrale, elle va nous permettre de calculer la masse volumique et le moment donc, qui est calculé dans les équations de Navier-Stokes. Et la dérivée de cette fonction va être donnée par justement l'opérateur de choc qui traite les interactions particule par particule. Alors cette représentation associée avec la discrétisation choisie dans Xflow, qui est donc une discrétisation centrée, permet d'avoir un schéma en spatial de 4e ordre et donc une très grande précision avec une faible dissipation numérique. Ça, c'est un des éléments forts du point de vue de la méthode numérique utilisée par Xflow. Alors tout ça, maintenant, on va se coupler avec une notion de discrétisation spatiale et notamment les problématiques de raffinement. Qu'est-ce qui se cache derrière? Dans votre espace, il va donc falloir définir un champ initial de distribution de particules. C'est ce que vous avez donc, sur l'image en bas à gauche. Hein. On a une répartition uniforme, donc les points rouges qui représentent la position du fluide, correspondent à une densité initiale de particules. Et vous voyez que les espaces entre chacun et entre chaque densité de particules est le même. On peut diminuer la distance entre ces points, c'est-à-dire qu'on va traiter de plus en plus finement et donc aller voir voilà, sur des espaces plus petits la taille de particules, et ce faisant, on va diminuer l'échelle à laquelle on travaille. En fait, le mot-clé, ce n'est pas la taille de maille, ce sont les échelles à laquelle on travaille. Donc, on a une échelle H de base, et puis on peut descendre de façon classique, hein, en divisant par 2 petit à petit, jusqu'à une échelle H sur 4, et puis H sur 8, etc. Et où on va mailler, c'est pas un maillage, mais on va discrétiser notre espace de façon vraiment de plus en plus précise. Par contre, quand on fait ça, bien entendu, on augmente les besoins en ressources numériques et mailler discrétiser autant un espace très large, eh bien, va coûter très cher. Donc, on va adopter des stratégies un petit peu différentes de raffinement local. C'est ce qui est considéré ici, avec différentes lois dont on va parler tout à l'heure. Donc ici, l'idée, c'est que lorsqu'on est en champ lointain, on va avoir une répartition H, puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'obstacle, eh bien, on va diviser la taille de façon progressive pour pouvoir capter les phénomènes là où ça nous intéresse, c'est-à-dire au voisinage des parts. Alors quand on fait ça, le choix de Xflow, c'est d'assurer la continuité d'une échelle à l'autre en gardant un facteur 2 dans la discrétisation spatiale. C'est-à-dire que quand on divise une échelle, eh bien, on divise le pas d'espace, on va dire, par 2. Quand on divise le pas d'espace par 2, eh bien, on divise également le pas de temps stable par 2, donc il va y avoir bien sûr une augmentation du temps de calcul. Et puis, au fur et à mesure, ce facteur 2 va se retrouver chaque fois qu'on divise le niveau d'échelle. Ce qui est par contre intéressant au niveau du calcul ici, c'est-à-dire que on ne va pas faire le calcul avec la même fréquence en tout point de l'espace. Là où on a raffiné très finement, eh bien, on va faire les calculs tous les dt sur 4 si on est à une échelle dx sur 4. Par contre, là où on est à une échelle sur dx, c'est-à-dire dans le champ lointain, eh bien, cette fois-ci, on ne fera les calculs que tous les dt. C'est-à-dire qu'on va attendre qu'à l'échelle dx sur 4, ils aient fait 4 calculs l'un après l'autre pour avancer de 0 jusqu'à dt, puis on va faire le calcul à l'espace dx pour que chacun soit rattrapé. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que
on ne va faire beaucoup de calculs que dans les espaces où on aura raffiné, mais dans les espaces où il se passe pas nécessairement grand-chose, et où on n'a pas besoin de la même précision, eh bien on calculera moins, et donc on consommera moins de ressources. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps de calcul en termes d'efficacité. Après, bien entendu, il y a des stratégies implémentées dans le code qui vont permettre de raffiner localement assez facilement. Alors vous avez bien sûr des choses très classiques comme des boîtes, on définit une boîte rectangulaire ou cylindrique dans laquelle on dit ici l'échelle sera de h/4, par exemple, mais vous pouvez aussi le faire en partant des conditions limites de type wall, donc de type paroi, où là, automatiquement, on va lui dire, on veut appliquer cette échelle, et lui va faire la gradation jusqu'au champ moyen. Un autre point qui peut nous intéresser, c'est lorsqu'on a affaire à un sillage, notamment un sillage dynamique. Vous voyez apparaître des effets de turbulence, vous voulez voir votre allée de Von Gerstein, eh bien, vous allez pouvoir utiliser des méthodes de raffinement automatique qui vont se calculer avec un critère établi notamment sur le niveau de vorticité. Alors il existe d'autres stratégies de raffinement. Vous pouvez par exemple faire un premier calcul avec un maillage grossier pour regarder quels sont les champs de pression et ensuite définir ces boîtes par rapport justement aux faibles pressions obtenues. Donc là, dans les faibles pressions, on appliquera un raffinement de l'échelle. Voilà un petit peu les différentes stratégies qui sont possibles à appliquer dans Xflow et qui finalement vont se faire très très rapidement. Il suffit de quelques minutes pour changer les paramètres. Alors au niveau de la turbulence, pourquoi ces modèles sont particulièrement importants? Eh bien, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la turbulence, il s'agit d'un phénomène qui est particulièrement important pour son côté multi-échelle, à savoir que vous allez avoir de très grands tourbillons qui vont générer de l'énergie, qui vont créer de l'énergie dans le système, et puis cette énergie va être dissipée à travers des tout petits tourbillons. Alors quand je dis des tout petits tourbillons, c'est que entre les grands tourbillons qui peuvent être, en fonction de votre écoulement, de l'échelle du mètre, voire plus grand, et les petits tourbillons qui peuvent descendre, je vais dire jusqu'au micron, en fonction des cas d'application, eh bien vous vous trouvez avec des ordres de grandeur tellement importants que si vous voulez tout modéliser, eh bien ça devient très complexe. Alors tout simuler correctement, c'est-à-dire représenter toutes les échelles, c'est-à-dire avoir un maillage suffisamment fin pour capter les tourbillons à l'échelle microscopique, eh bien c'est ce qu'on appelle la simulation numérique directe, c'est DNS. Et donc ça marche, ce qui permet d'avoir la modélisation la plus précise, mais c'est extrêmement coûteux et donc limité aujourd'hui à des tout petits écoulements ou des cas souvent académiques, tant les ressources nécessaires sont très importantes. Ce qui va être beaucoup plus utilisé, ce sont des méthodes de type RANS, Reynolds Average Navier-Stokes, c'est-à-dire des méthodes qui moyennent l'effet de la turbulence et qui vont vous donner un effet global, mais pas très précis, et qui ne sera pas très bon, notamment sur des effets instationnaires. Donc la méthode LES, elle, va travailler sur deux aspects, c'est-à-dire qu'elle va simuler vraiment la turbulence au-dessus, dans les échelles, je dirais, correspondant au maillage, et puis lorsque vous tombez sur des tourbillons qui vont être vraiment trop petits pour être captés par l'échelle choisie lors de la modélisation, et bien dans ce cas, on va modéliser cet effet avec des modèles adaptés, notamment au niveau des parois, pour tenir compte justement du décrochage de la couche limite, qui sont les phénomènes généralement intéressants. Alors, tout ça se traduit par la discrétisation au niveau des parois, avec une répartition sur la partie géométrique, et va bien s'appliquer lorsque vous faites de l'interaction fluide-structure, parce que la discrétisation spatiale de la lattice Boltzmann, comme vous le voyez à l'écran, permet finalement de suivre assez facilement le mouvement des solides. Donc là-dessus, vous avez plusieurs modèles possibles. Vous pouvez
imposer le déplacement de votre solide, c'est le type Enforce. Vous pouvez avoir des mouvements rigides de ce solide, c'est-à-dire que là c'est le fluide qui va déplacer le solide. Et puis aujourd'hui vous pouvez faire aussi de l'interaction fluide-structure en le couplant avec un code de calcul comme Abacus. Alors, quelques exemples rapidement pour illustrer les différentes possibilités, justement fluide structure, machine tournante, multiphase, pour regarder un petit peu ce qui est possible. Vous avez des cas d'application en thermique, en aérodynamique, que vous pouvez visualiser ici. Des problèmes de transport de la turbulence ou de polluants dans l'espace, donc ici à l'échelle de bâtiments d'une ville. Et puis des cas plus classiques d'aérodynamique dont on a parlé, soit pour les voitures, pour calculer les forces de portance, de traînée. Vous avez ici quelques résultats sur un benchmark qui a été réalisé par nos collègues de XFlow, ou la même chose au niveau aérodynamique sur des ailes d'avion. Donc on a la qualité des résultats qui apparaît ici. Voilà un petit peu le type d'applications industrielles que vous pouvez trouver par rapport à ça. Alors, un petit mot également sur la mise en œuvre. XFlow est tout à fait utilisable sur des plateformes Windows ou Linux, se lance sous batch et a été développé pour pouvoir très facilement se lancer avec différents clusters de calcul et différentes librairies. Donc tout ça est déjà bien pris en place pour que vous puissiez, si vous en avez le besoin demain, de l'appliquer très rapidement sur les clusters, de façon à avoir la puissance nécessaire pour faire des résolutions avec des géométries de grande dimension. Au niveau de la qualité de la parallélisation, vous avez ici des résultats donnés en fonction du nombre de cœurs. Alors, on ne voit pas bien sur la deuxième image, mais on est ici au-dessus de 100 pour regarder. Là, ça doit être 500 à vérifier. Sur le nombre de cœurs, eh bien, comment XFlow se situe par rapport à l'idéalité, c'est-à-dire finalement le fait de multiplier par 2 le nombre de cœurs et les divisions par 2 du temps de calcul. Voilà, on voit que les résultats sont tout à fait pertinents par rapport à ça, et donc que le modèle est très pratique. Voilà un petit peu une présentation rapide, j'espère claire, des possibilités de XFlow pour voir un petit peu comment ça peut répondre à vos différentes questions. Maintenant, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Alors, il faut que je vous redonne la parole. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors. Non, pas de questions. Bon, j'imagine. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, je vous en prie. Bonjour, on a vu pas mal de cas pour des écoulements de type plutôt externe. Est-ce que pour des écoulements dans des conduites ou enfin là des écoulements de type plutôt interne, est-ce que c'est tout aussi bien adapté? Enfin, il y a peut-être moins de phénomènes de turbulence à traiter. Alors, ça marche aussi, ça dépend. Si vous voulez, si vous vous intéressez par exemple à des mélanges, vous voulez introduire différents liquides, la turbulence peut être intéressante dans des écoulements internes. Vous êtes par exemple dans un réacteur chimique. Et puis vous allez du coup introduire souvent un mélangeur qui va introduire de la turbulence pour favoriser le mélange. Donc les écoulements internes peuvent aussi avoir des phénomènes turbulents relativement importants. Ça va dépendre aussi de la vitesse de canalisation. Donc XFlow possède par rapport à ça peut traiter les écoulements internes comme les écoulements externes. Il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ça. D'accord, très bien, merci. Et je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonjour monsieur. Julien Dessay ici de l'Institut Von Karman. J'ai un peu pris ça par après, mais je voulais savoir au niveau de l'interface avec Abacus et des autres logiciels dans ce genre-là, ou Katia justement, le Xflow, est-ce que... alors, comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a une facilité d'utilisation justement pour passer d'un logiciel à l'autre et transférer l'information pour des cas plus complexes d'aérothermie, quelque chose comme ça? Alors, aujourd'hui, ce qui se fait bien, alors au niveau de l'apport de géométrie, ça fonctionne principalement en step par rapport à Xflow directement. Donc, de Katia, on a peu de difficultés pour importer les modèles. Et puis après, dans le couplage avec Abacus, par exemple, ça se fait avec le CSE, le Co-Simulation Engine, qui fait partie des outils qui sont avec la licence d'Abacus et donc qui vous permettent de faire le couplage assez facilement. Alors assez facilement, c'est toujours la même chose, mais globalement aujourd'hui c'est bien en place. Ça a été testé et ça fonctionne bien. Ok. Mais a priori, ça reste un produit séparé justement, quand on parle de Katia, il n'y a pas une interface directe pour paramétriser dans Katia et l'introduire directement dans Xflow. Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il y a un développement qui se fait avec la 3D Experience. Xflow est passé en Power BI, c'est-à-dire qu'on peut lancer maintenant Xflow depuis la 3D Experience, donc, ce qui peut permettre d'amener des choses avec donc Katia V6. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interface spécifique entre Katia et Xflow. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, c'est normal. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on va arrêter là pour le séminaire, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si le code vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire des tests chez vous. C'est des choses qui aujourd'hui sont en train de se mettre en place. Xflow a été donc acheté si je dis pas de bêtises, en 2016, pardon. Et voilà, aujourd'hui il arrive par le biais de Dassault Systèmes, donc on peut vous aider à l'obtenir si vous êtes intéressé. Très bien. Bon, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Je pense que la vidéo sera disponible prochainement, ainsi que peut-être les slides du PowerPoint. Voilà, vous avez passé une excellente journée et puis à très bientôt. À vous aussi, oui, merci. Au revoir. Au revoir.